5 anniversaires de suite, rien de la part de mes parents. Puis, ils ont offert un SUV de luxe à ma sœur. Je suis restée silencieuse, je les ai tous bloqués, et j'ai observé leur panique s'installer. J'ai 31 ans. Ma sœur, Madison, en a 28. Nos parents, Robert et Suzanne Mitchell, sont ceux que l'on pourrait appeler à l'aise. Papa possède 3 garages automobiles prospères dans notre ville de taille moyenne de l'Ohio, Westerville, et maman gère un cabinet dentaire. Ils ne sont pas millionnaires, mais l'argent n'a jamais été un réel souci pour eux. En grandissant, Madison a toujours été l'enfant chéri. Elle était plus jolie, plus extravertie, meilleure en sport, et elle obtenait de meilleures notes sans effort. J'étais la fille calme et studieuse, celle qui passait plus de temps à lire qu'à socialiser. Une dynamique familiale classique de la classe moyenne, n'est-ce pas? Je pensais que ça changerait en vieillissant. Alerte spoiler, ça n'a pas changé. L'histoire des anniversaires a commencé quand j'ai eu 27 ans, le 15 mars 2018. Je vivais à Chicago depuis environ 4 ans à ce moment-là, travaillant comme développeuse de logiciels pour une entreprise du secteur de la santé. Je ne m'attendais à rien d'énorme, mais je pensais que mes parents m'appelleraient au moins, ou m'enverraient une carte. Mon anniversaire est passé. Rien, pas même un SMS. Quand je les ai appelés 2 jours plus tard, maman a agi comme si elle avait complètement oublié. Oh, ma chérie, je suis tellement désolé. Le travail a été absolument fou, et ton père a dû gérer ce problème au garage de Maple Street. Les excuses habituelles. Elle a promis de se rattraper. Elle ne l'a jamais fait. Je me suis dit que c'était un coup de malchance. Les gens oublient, parfois. La vie est trépidante. J'étais une adulte, vivant dans un autre état. Peut-être pensait-il que je n'avais plus besoin d'attention. Mais c'est arrivé de nouveau en 2019. Le 15 mars est passé, sans un mot. Cette fois, quand j'ai appelé maman 3 jours plus tard, elle a semblé sincèrement surprise que je sois contrarié. Ma puce, tu sais qu'on t'aime. On est juste plus très doué avec les dates. On vieillit, j'imagine. Elle a balayé ça d'un rire. Papa a pris le téléphone et a marmonné quelque chose sur le fait qu'il m'enverrait un joli cadeau pour Noël, pour se rattraper. Noël 2019 est arrivé. Ils ont offert à Madison un magnifique collier avec des boucles d'oreilles assorties. J'ai eu une carte cadeau générique pour Target. Le 3e anniversaire manqué fut en 2020. À ce stade, je commençais à voir le schéma, mais j'avais encore de l'espoir. Peut-être que ce serait l'année où ils s'en souviendraient. Peut-être qu'ils auraient appris des années précédentes. Non. 15 mars 2020. Silence radio. Mais c'est là que ça devient intéressant. 2 semaines plus tard, j'ai vu sur l'Instagram de Madison que nos parents lui avaient offert un week-end surprise à Nashville pour son 25e anniversaire. Des photos d'eux dans des restaurants chics, à des spectacles de Broadway, la totale. Son anniversaire est en janvier, au fait. Il s'était très bien souvenu du sien. Quand j'ai confronté maman à ce sujet, elle est devenue défensive. Madison avait besoin qu'on lui remonte le moral après sa rupture avec Tyler. On a pensé qu'un voyage l'aiderait à se sentir mieux. Toi, tu réussis si bien à Chicago, ma chérie. Tu n'as pas besoin qu'on soit tout le temps sur ton dos. Ça m'a blessé plus que je ne veux l'admettre. 2021 et 2022 furent des copies conformes, anniversaires oubliés, excuses bidons, et pendant ce temps, Madison recevait des célébrations de plus en plus élaborées. Pour ses 26 ans, ils lui ont organisé une fête surprise avec une 50aine de personnes. Pour ses 27 ans, ils ont loué une salle privée dans le restaurant le plus chic de la ville. Pendant ce temps, je m'épanouissais, professionnellement. J'avais obtenu 2 promotions, je gagnais très bien ma vie, j'avais acheté mon propre appartement, et j'étais sincèrement heureuse de ma vie à Chicago. Mais cette histoire d'anniversaire me rongeait. Chaque année, je me disais que je m'en fichais, que j'étais au-dessus du besoin de validation de mes parents. Mais au fond de moi, ça faisait un mal de chien. Le pire, c'est que Madison ne semblait jamais remarquer ou se soucier de cette différence. Elle m'appelait après ces grandes fêtes, s'extasiant sur à quel point maman et papa étaient incroyables, sur la chance que nous avions d'avoir des parents si attentionnés. J'écoutais, faisant les bruits appropriés, mais à l'intérieur, je hurlais. Nous arrivons maintenant au gros morceau, mon 31e anniversaire, en mars dernier. À ce stade, j'avais renoncé à attendre quoi que ce soit. J'avais prévu une soirée agréable et tranquille pour moi-même,
J'ai commandé des sushis à mon endroit préféré, ouvert une bouteille de vin, et je me suis installé pour regarder un film. Je n'ai même pas été déçu quand mon téléphone n'a pas sonné. J'étais au-delà de ça. Mais le lendemain, mon amie Jennifer, qui est connectée avec Madison sur les réseaux sociaux, m'a envoyé une capture d'écran qui m'a glacé le sang. C'était une publication dans la story Instagram de Madison, une photo de nos parents lui tendant les clés d'une Audi Q7 flambant neuve. La légende disait, cadeau d'anniversaire en avance de la part des meilleurs parents du monde. Ils ont dit qu'ils voulaient s'assurer que je sois en sécurité sur la route. Je suis si béni. Rappelez-vous, l'anniversaire de Madison est en janvier. C'était le 16 mars, le lendemain de mon 31e anniversaire, qui avait été complètement ignoré. Je suis resté assise dans mon salon, à fixer cette photo, pendant probablement 20 minutes. L'Audi Q7 coûte environ 60 000 $. Ces gens, qui ne pouvaient pas se souvenir de m'envoyer une carte d'anniversaire à 5 $, pouvaient par contre débourser 60 000 $ pour un SUV de luxe pour Madison, parce qu'ils voulaient qu'elle soit en sécurité sur la route. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je ne les ai pas appelés en hurlant. Je n'ai pas envoyé de texto en colère. Je n'ai pas confronté Madison. Au lieu de cela, très tranquillement, j'ai commencé à les bloquer, partout. Facebook, Instagram, Twitter, leur numéro de téléphone, leurs emails. J'ai bloqué Madison aussi. J'ai retiré de mes amis les amis de la famille commun qui auraient pu leur servir d'émissaire. J'ai même bloqué ma tante Carole, qui a toujours été la commère de la famille. Je n'ai pas annoncé ce que je faisais. Je n'ai pas envoyé de message d'adieu dramatique. J'ai simplement disparu de leur vie numérique, complètement. Les premiers jours furent paisibles. J'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement, comme si j'avais retenu ma respiration pendant des années et que je pouvais enfin expirer. Je me suis plongé dans le travail, j'ai passé du temps avec des amis, j'ai commencé des cours de poterie. La vie a continué. Environ 2 semaines plus tard, ma collègue Beth m'a dit que quelqu'un avait appelé le bureau en me demandant. Une certaine Suzanne Mitchell. Elle semblait assez affolée. Elle a dit que c'était une urgence familiale, mais quand j'ai proposé de prendre un message, elle a raccroché. Maman avait réussi à obtenir mon numéro professionnel et appelé mon bureau. C'est là que j'ai réalisé qu'ils avaient compris que je les avais bloqués. Au cours des jours suivants, selon Beth, les appels se sont intensifiés. D'abord maman, puis papa, puis Madison. Ils ont commencé à appeler plusieurs fois par jour. Beth a dit que la femme qui prétendait être ma sœur semblait pleurer lors d'un des appels. J'ai demandé à Beth et à notre réceptionniste de dire à quiconque m'appelait que je n'étais pas disponible et que je ne pouvais pas prendre d'appels personnels pendant les heures de travail. Nous avons une politique stricte à ce sujet de toute façon, donc ce n'était pas inhabituel. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Environ un mois après le début de mon silence, mon amie Jennifer a commencé à recevoir des messages de Madison. Jennifer m'a montré les captures d'écran, et c'était quelque chose. Madison, salut Jennifer. Je sais que tu es amie avec ma sœur, Amanda. Nous n'avons pas eu de ces nouvelles depuis des semaines, et nous commençons à être vraiment inquiets. Elle ne répond ni aux appels ni aux textos. Sais-tu si elle va bien? Jennifer, je l'ai vue le week-end dernier. Elle m'a semblé aller bien. Madison, c'est un tel soulagement. On pensait qu'il lui était arrivé quelque chose de terrible. Peux-tu lui demander d'appeler à la maison? Maman est hors d'elle d'inquiétude. Jennifer, je peux le lui dire, mais Amanda est une adulte. Si elle n'appelle pas, il y a peut-être une raison. Madison, je ne comprends pas ce qu'on a pu faire de mal. On a toujours été une famille si proche. J'ai failli éclater de rire en lisant ce dernier message. Les messages à Jennifer ont continué pendant des semaines. Madison a dépeint un tableau de mes parents dévastés, morts d'inquiétude, incapables de manger ou de dormir parce qu'ils ne savaient pas ce qui était arrivé à leur fille chérie. Selon elle, papa envisageait d'engager un détective privé pour s'assurer que j'allais bien. La manipulation était si évidente qu'elle en était presque artistique. Mais le vrai chef-d'œuvre est arrivé 2 mois plus tard. Jennifer m'a transféré un long message vocal décousu que Madison lui avait envoyé. Je paraphrase ici, mais c'était essentiellement une complainte de 20 minutes sur la façon dont la famille s'effondrait sans moi, comment maman pleurait tous les jours, comment papa buvait plus que d'habitude, ce qui était presque certainement un mensonge, papa boit à peine, et comment ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre ce qu'ils avaient fait pour mériter ce traitement.
Le clou du spectacle était la fin, nous savons que l'anniversaire d'Amanda approche l'année prochaine, et maman prépare déjà quelque chose de vraiment spécial pour se rattraper. Enfin, tu sais, si nous l'avons manqué par le passé. Nous avons juste besoin qu'elle rentre à la maison pour que nous puissions redevenir une famille. 5 ans, 5 anniversaires complètement oubliés. Et maintenant, c'était, si nous l'avons manqué par le passé. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. À peu près au même moment, j'ai découvert qu'ils avaient contacté d'autres de mes amis. Ma colocataire d'université, Emma, m'a appelé en riant à propos d'un message Facebook qu'elle avait reçu de ma mère. Selon Emma, maman lui avait envoyé un long message lui demandant si elle avait de mes nouvelles, exprimant son inquiétude pour ma santé mentale et mon bien-être, et se demandant si je ne traversais pas une sorte de dépression nerveuse. Le message incluait apparemment beaucoup de détails sur le succès et le bonheur de Madison, sur à quel point ils étaient fiers de son nouveau travail, elle avait commencé à travailler dans l'entreprise de papa, et sur leur désir que toute la famille partage cette joie. Même dans leur panique, ils ne pouvaient s'empêcher de tout ramener à Madison. Mon ami Derek, du travail, a eu droit à une approche encore plus étrange. Papa l'a trouvé d'une manière ou d'une autre sur LinkedIn et lui a envoyé un message au ton professionnel, lui demandant si je travaillais de manière adéquate et s'il y avait des inquiétudes concernant mon état mental dont la famille devrait être informée. Derek a été tellement déconcerté qu'il a pris une capture d'écran et me l'a envoyé immédiatement. Ça, c'était dépasser les bornes. Essayer d'interférer avec ma vie professionnelle était inacceptable. Mais j'ai tenu bon. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'ai simplement observé depuis ma bulle de paix, sans drame, comment il s'enfonçait de plus en plus dans la panique. L'escalade a continué. Ils ont trouvé les coordonnées de mon propriétaire, Dieu sait comment, et l'ont apparemment appelé pour exprimer leur inquiétude quant à mon bien-être et lui demander s'il m'avait vu récemment. Mon pauvre propriétaire, Monsieur Rodriguez, était si confus. Il a frappé à ma porte un soir pour me demander si tout allait bien avec ma famille, car il avait reçu des appels étranges. Ils ont contacté ma salle de sport. Ils ont obtenu d'une manière ou d'une autre le numéro de mon cabinet dentaire. Ils ne laissaient aucune piste inexplorée dans leur quête pour trouver quelqu'un, n'importe qui pourrait confirmer que j'étais en vie et me forcer à reprendre contact avec eux. Mais la chose la plus intrusive qu'ils aient faite a été de retrouver, d'une manière ou d'une autre, le numéro principal de mon immeuble via la société de gestion immobilière. Les immeubles d'appartements de Chicago avec portier sont assez soucieux de la sécurité, j'ai donc été choqué quand Tony, le portier du soir, a mentionné qu'une femme prétendant être ma mère avait appelé le bureau principal de l'immeuble pour me demander. Elle semblait vraiment inquiète, m'a dit Tony. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu de tes nouvelles depuis des mois et voulait savoir si tu allais bien. Je lui ai dit que je ne pouvais pas donner d'informations sur les résidents, mais elle a continué à demander si je t'avais au moins vu aller et venir. On aurait dit qu'elle pleurait. Le fait que maman ait réussi à trouver le numéro principal de mon immeuble et appeler pour interroger le personnel était à la fois impressionnant et profondément troublant. Cela montrait un niveau de détermination qui frisait le harcèlement. J'ai aussi découvert qu'ils avaient appelé le cabinet de mon médecin à Chicago. Apparemment, papa avait utilisé ses relations professionnelles dans l'industrie automobile pour retrouver, d'une manière ou d'une autre, le groupe médical que j'utilisais via mes informations d'assurance. La réceptionniste de mon médecin l'a mentionné lors de mon examen annuel, me demandant si tout allait bien avec ma famille, car ils avaient reçu des appels inhabituels de personnes se présentant comme mes parents et demandant des informations sur mon état de santé. Nous ne leur avons donné aucune information, bien sûr, m'a-t-elle assuré. La loi IPA nous interdit de partager quoi que ce soit, mais la femme était très insistante et semblait assez angoissée. Les lois sur la confidentialité médicale m'ont sauvé là, mais le fait qu'ils aient été prêts à essayer d'accéder à mes informations de santé sans mon consentement était une autre ligne franchie. Environ 6 mois après le début de mon silence, j'ai découvert qu'ils étaient passés au harcèlement sur les réseaux sociaux, à un niveau réellement préoccupant. Mon ami Derek m'a montré une capture d'écran d'un message Facebook qu'il avait reçu de quelqu'un utilisant un faux profil, avec une photo de banque d'images et le nom Carol Miller. Le message disait « Bonjour Derek, je suis une amie de la famille d'Amanda Mitchell. Nous sommes très inquiets pour son bien-être et n'avons pas pu la joindre depuis plusieurs mois. Pourriez-vous lui demander de contacter sa famille? Nous craignons qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Merci. » Derek avait vérifié le profil et avait découvert qu'il avait été créé quelques jours seulement avant l'envoi du message, qu'il n'avait aucune autre activité et aucun ami en commun avec nous deux. C'était clairement un faux compte, créé spécifiquement pour contacter mes amis.
C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas seulement en panique, ils devenaient véritablement manipulateurs et trompeurs dans leur tentative de me joindre. Mais l'incident le plus révélateur est peut-être survenu 7 mois après le début de mon silence. Mon amie Jennifer, qui avait été ma principale source d'informations sur leur effondrement progressif, m'a parlé d'une conversation qu'elle avait eue avec Madison dans un café. Jennifer était tombée sur Madison par hasard, et Madison s'est immédiatement lancée dans toute la saga de ma disparition. Mais cette fois, son histoire avait considérablement évolué par rapport aux versions précédentes. Selon Jennifer, Madison prétendait maintenant que j'avais toujours été jalouse d'elle et pleine de ressentiment envers le succès de notre famille. Elle a dit que j'étais devenu de plus en plus instable au cours des dernières années et que j'avais fait plusieurs déclarations inquiétantes sur le fait de me sentir sous-apprécié. C'était de la pure fiction. Je n'avais jamais exprimé de jalousie à Madison ni fait de déclarations inquiétantes. Au contraire, j'avais été trop doué pour cacher ma peine et maintenir une façade agréable lors des interactions familiales. Mais Madison s'était apparemment convaincue que ma disparition était le résultat de problèmes de santé mentale qui couvaient depuis longtemps, plutôt que de griefs légitimes sur la façon dont j'avais été traité. Elle m'a dit que tu étais devenu paranoïaque, a dit Jennifer, prétendant qu'il m'aime plus que toi, ce qui, selon elle, n'était évidemment pas vrai car tes parents vous aiment toutes les deux également. Elle a dit qu'il craignait que tu ne sois en train de faire une sorte de dépression. Le gaslighting était à couper le souffle. Ils avaient pris mes plaintes légitimes sur un traitement différencié et les avaient recadrées comme des symptômes de maladie mentale et de délire paranoïaque. Elle a aussi dit, a continué Jennifer, qu'il t'avait proposé à plusieurs reprises de payer une thérapie pour toi, mais que tu avais refusé parce que tu ne pensais pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. C'était un mensonge pur et simple. Il ne m'avait jamais proposé de payer une thérapie. Il n'avait même jamais suggéré que je pourrais bénéficier d'une thérapie. En fait, quand j'avais mentionné que je voyais un thérapeute à Chicago lors d'un de nos appels il y a quelques années, la réponse de maman avait été « Pourquoi faire ? Tu m'as l'air d'aller bien. » Mais maintenant, dans le récit révisé, j'étais la fille instable qui refusait de l'aide, et ils étaient les parents aimants qui essayaient désespérément de m'apporter le soutien dont j'avais besoin. Jennifer, à son crédit, n'a rien cru de tout cela. Je lui ai dit que tu me semblais parfaitement bien, et que si tu ne leur parlais pas, il y avait peut-être une bonne raison à cela. Elle n'a pas beaucoup apprécié. Selon Jennifer, Madison s'était visiblement contrariée à la suggestion qu'il pourrait y avoir une raison légitime à mon silence. Elle n'arrêtait pas de dire « Mais nous sommes une famille si proche. Nous avons toujours été si proches. Amanda sait à quel point nous l'aimons. » L'illusion était si complète que j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais ce qui m'a vraiment frappé dans le récit de Jennifer, c'est la façon dont Madison s'était positionnée comme la principale victime dans tout cela. Pas nos parents, qui étaient censés être morts d'inquiétude pour moi. Madison elle-même était celle qui souffrait le plus de mon absence. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir perdu sa meilleure amie, m'a dit Jennifer. Elle a parlé de la façon dont vous vous disiez tout et comment elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal pour que tu la détestes. Encore une fois, c'était de l'histoire révisionniste. Madison et moi n'avions jamais été les meilleurs amis du monde. Nous ne nous étions jamais tout dit. Nous étions des sœurs polies qui s'entendaient bien, mais qui n'étaient pas particulièrement proches. Mais dans son esprit, nous avions apparemment eu cette relation profonde et significative que j'avais cruellement détruite en disparaissant. Le plus troublant fut quand Jennifer a mentionné que Madison lui avait demandé de garder un œil sur moi et de lui faire un rapport si je semblais en difficulté ou avoir besoin d'aide. Elle m'a donné son numéro de téléphone et m'a demandé de l'appeler immédiatement si tu semblais déprimé ou si tu disais quelque chose d'inquiétant. Elle a dit que la famille était prête à organiser une intervention si nécessaire. Une intervention pourquoi ? Pour avoir fixé des limites et retiré des personnes toxiques de ma vie. L'idée qu'ils pourraient réellement essayer de forcer leur retour dans ma vie sous le prétexte de m'aider était terrifiante. Cela montrait jusqu'où ils étaient prêts à aller pour éviter de reconnaître leur propre rôle dans cette situation. Cette conversation avec Jennifer est en fait ce qui m'a incité à être plus prudente quant à ma vie privée et ma sécurité. J'ai légèrement modifié mes horaires de travail pour ne pas être prévisible. J'ai varié mes trajets pour rentrer chez moi. J'ai commencé à être plus prudente sur ce que je partageais sur les réseaux sociaux, même avec des paramètres de confidentialité. Cela peut paraître paranoïaque, mais compte tenu de leur comportement de plus en plus inquiétant, je ne prenais aucun risque.
La partie la plus surréaliste a été de voir comment cela affectait Madison à travers les publications sur les réseaux sociaux que des amis me montraient occasionnellement. Son Instagram est passé de mises à jour constantes sur sa vie fabuleuse à des publications de plus en plus désespérées sur la famille, l'amour inconditionnel et le manque de personnes importantes. Elle a posté une vieille photo de nous deux, datant de Noël 2018, avec une légende sur le fait que la famille, c'est tout et qu'elle envoyait de l'amour à tous ceux qui en ont besoin en ce moment. Les commentaires étaient remplis de gens demandant si tout allait bien, auxquels elle répondait par des déclarations vagues sur le fait de traverser une période difficile et d'espérer une résolution rapide. La publication la plus manipulatrice était une photo d'elle avec nos parents dans un restaurant, tous l'air sombre, avec une légende qui disait « Dîner avec maman et papa ». Certaines chaises semblent vides ce soir. Je vous aime. La famille n'est pas la même quand quelqu'un manque. Elle m'avait identifié dessus, bien sûr, mais comme je l'avais bloqué, je ne l'ai vu que lorsque Jennifer m'a envoyé une capture d'écran. À cette époque, j'ai commencé à remarquer d'autres schémas qui m'ont fait réaliser à quel point ce favoritisme était profond. En parcourant de vieilles photos sur mon ordinateur portable, en organisant des fichiers, je suis tombé sur des photos de réunions de famille au fil des ans. Les regarder avec un regard neuf, c'était comme voir notre dynamique familiale en haute définition pour la première fois. Photo après photo, Madison était au premier plan. Des fêtes d'anniversaire où elle était entourée de parents pendant que je me tenais maladroitement sur le côté. Des matins de Noël où la pile de cadeaux devant elle était littéralement 2 fois plus grande que la mienne. Des photos de remise de diplôme où maman et papa encadraient Madison avec d'énormes sourires, tandis que j'avais droit à un cliché rapide qui semblait être une pensée après coup. Il y avait une photo de la remise de diplôme du lycée de Madison qui m'a vraiment touché. Nos parents avaient loué une salle privée dans un country club pour sa célébration. Il y avait probablement 40 personnes, un photographe professionnel, un gâteau personnalisé, la totale. Quand j'ai eu mon diplôme du lycée, 3 ans plus tôt, nous sommes allés à Olive Garden, juste la famille proche. Je me disais à l'époque que c'était parce que Madison était plus sociable, qu'elle avait plus d'amis qui voudraient fêter ça. Mais en regardant cette photo maintenant, je pouvais voir mon moi de 17 ans en arrière-plan, essayant de sourire tout en me sentant complètement invisible. Plus j'y pensais, plus je me souvenais d'exemples. Quand Madison a eu sa première voiture à 16 ans, c'était une Honda Civic presque neuve que papa avait passé des semaines à rechercher et à essayer avec elle. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu la vieille camionnette de papa, qui fonctionnait à peine et sentait l'huile de moteur. Ça t'apprendra la responsabilité, avait-il dit. La voiture de Madison est plus fiable pour ses activités après l'école. Les activités après l'école de Madison, au fait, comprenaient le club de théâtre et le conseil des élèves. Mes activités après l'école, à moi, comprenaient un travail à temps partiel dans une librairie locale pour économiser pour l'université. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui avait besoin du transport fiable. L'université fut une autre différence frappante. Madison est allée à l'université d'État de l'Ohio et a obtenu un diplôme en communication, et nos parents l'ont aidée pour les frais de scolarité, le logement, l'argent de poche, tout. Ils lui rendaient visite régulièrement, l'emmenaient dîner avec ses amis, s'assuraient qu'elle ne manquait de rien. Je suis allé dans une plus petite université d'État avec une bourse d'études partielle et je travaillais 20 heures par semaine à la bibliothèque du campus pour payer mes dépenses. Quand j'appelais à la maison, stressé par l'argent ou en difficulté avec des cours difficiles, la réponse de maman était toujours une variation de « Tu es si indépendante, ma chérie. Nous savons que tu peux tout gérer. » L'indépendance, réalisais-je, était leur mot de code pour la négligence. Le parcours professionnel fut tout aussi révélateur. Quand Madison a obtenu son diplôme et ne savait pas quelle carrière choisir avec son diplôme en communication, nos parents l'ont soutenue pendant une année de recherche de soi qui consistait principalement à voyager et à travailler à temps partiel dans un café. Quand elle a finalement décidé qu'elle voulait essayer de travailler dans les affaires, papa lui a immédiatement offert un poste dans l'un de ses garages pour acquérir de l'expérience, bien que son diplôme soit en communication plutôt qu'en commerce ou en automobile. Quand j'ai obtenu mon diplôme en informatique et que j'ai déménagé à Chicago pour mon premier emploi, la réponse a été en gros, c'est bien, ma chérie. Aucune offre d'aide pour les frais de déménagement. Aucun enthousiasme pour mes perspectives de carrière. Aucun intérêt à visiter ma nouvelle ville. Juste un générique « Nous sommes fiers de toi » qui semblait tout droit sorti d'une carte de vœux. Même la façon dont il parlait de nous aux autres était différente. J'ai découvert cela lors d'une de mes rares visites à la maison, environ 2 ans avant que la situation des anniversaires n'atteigne son point de rupture.
J'étais à l'épicerie avec maman, et nous avons croisé Madame Patterson, notre ancienne voisine. Madame Patterson a demandé de nos nouvelles à toutes les deux, et j'ai pu entendre les réponses de maman, l'une après l'autre. À propos de Madison, oh, elle va merveilleusement bien. Elle a vraiment trouvé sa place dans l'entreprise de Robert. Elle a un tel sens du service client, et elle a mis en place tous ces nouveaux systèmes qui ont vraiment amélioré l'efficacité. Nous sommes si fiers de la façon dont elle a évolué dans son rôle. Et elle vient d'emménager dans ce magnifique appartement en centre-ville. Tu devrais voir la cuisine. À propos de moi, Amanda va bien aussi. Toujours à Chicago, elle travaille toujours dans l'informatique. Elle semble s'y plaire. C'est tout. Aucun détail sur mes promotions, mes récompenses au travail, le fait que j'ai acheté mon propre appartement. Juste elle travaille toujours dans l'informatique, comme si je faisais de la saisie de données au lieu de développer des logiciels pour des systèmes de santé qui aident à sauver des vies. La conversation a duré peut-être 5 minutes, mais elle a cristallisé quelque chose pour moi. Dans l'esprit de maman, la vie de Madison était intéressante et méritait d'être célébrée. Ma vie était juste bien, acceptable, rien de bien excitant. J'ai commencé à prêter plus d'attention à ces interactions lors des visites familiales, et le schéma était constant. Les réussites de Madison étaient annoncées en fanfare et avec des explications détaillées. Les miennes étaient mentionnées brièvement, voire pas du tout. Quand Madison a été promue directrice adjointe au garage de papa, ils ont organisé un dîner de famille pour célébrer et ont invité nos tantes et oncles. Quand j'ai été promu développeuse senior, un poste assorti d'une augmentation de salaire significative et de plus de responsabilités, j'ai reçu un texto de maman qui disait « Félicitations, ma chérie. Papa me dit de te dire qu'il est fier. » Les textos sont devenus une autre source de frustration. Madison avait de longs appels téléphoniques bavards avec maman plusieurs fois par semaine. Moi, j'avais des textos brefs avec des réponses minimales quand j'essayais d'engager la conversation. Moi, je viens de finir un gros projet au travail. Le client était vraiment content de notre solution. Maman, c'est super, ma chérie. Contente que le travail se passe bien. La conversation équivalente de Madison aurait été un appel de 30 minutes avec des questions détaillées sur le client, le projet, ses sentiments sur le travail, ce que ses collègues en pensaient, ce qu'elle prévoyait de faire pour célébrer, et probablement ce qu'elle avait mangé à midi. J'ai essayé d'en parler une fois avec Madison lors d'une de nos rares conversations téléphoniques. C'était peut-être 6 mois avant mon 31e anniversaire, quand le ressentiment commençait vraiment à monter. Tu ne remarques jamais à quel point maman et papa nous traitent différemment ? Demandai-je, en essayant de garder un ton léger et non accusateur. Madison était sincèrement confuse. Que veux-tu dire ? Je ne sais pas. Juste. Il semble plus intéressé par ta vie que par la mienne, plus impliqué. Amanda, ce n'est pas vrai. Il nous aime toutes les deux également. Au contraire, je pense qu'il s'inquiète plus pour moi parce que je suis moins indépendante que toi. Tu as toujours été la forte, celle qui n'a pas besoin d'autant de soutien. Et voilà, encore une fois. L'indépendance comme excuse à la négligence. Mais ne penses-tu pas qu'il pourrait montrer de l'intérêt sans que j'ai besoin de soutien ? Genre, il pourrait poser des questions sur mon travail ou ma vie à Chicago juste parce qu'il s'en soucie, pas parce que j'ai besoin d'aide. Madison est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Je pense que tu te prends peut-être un peu trop la tête avec ça. Maman et papa ne sont pas parfaits, mais ce sont de bons parents. Peut-être qu'ils expriment leur amour différemment avec chacune de nous. » Cette conversation m'a fait réaliser que Madison ne voyait sincèrement pas la différence. Pour elle, la façon dont nos parents la traitaient était juste de l'affection familiale normale. La façon dont ils me traitaient était aussi normale, juste un normal différent pour une fille différente. C'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à documenter les choses. Pas intentionnellement au début, juste en prenant des notes mentales, mais ensuite j'ai commencé à les écrire, en partie pour ma propre santé mentale et en partie parce que les schémas étaient si clairs que je pensais que je les imaginais peut-être. Noël 2021 fut un exemple parfait. Madison a reçu un forfait de massage professionnel, une magnifique boîte à bijoux, 3 nouvelles tenues, et un week-end au spa. La valeur totale devait dépasser les $1000. Moi, j'ai eu un panier cadeau générique avec des chocolats et des produits de bain qui semblaient tout droit sortis d'un catalogue de cadeaux d'entreprise. Quand j'ai ouvert le panier cadeau, maman a dit, « On a pensé que tu aurais besoin d'un peu de détente après avoir tant travaillé. » Ça semblait attentionné,
jusqu'à ce que je réalise que c'était exactement le même panier cadeau qu'elle avait offert à la réceptionniste de son cabinet dentaire. Madison, pendant ce temps, poussait des cris de joie à chaque cadeau, serrait nos parents dans ses bras à plusieurs reprises, et postait de multiples stories Instagram sur à quel point elle se sentait gâtée et à quel point nos parents étaient incroyables. J'ai souri et j'ai dit, merci pour le panier cadeau. Que pouvais-je faire d'autre? La documentation est devenue importante plus tard, car elle m'a aidé à réaliser que je n'étais pas folle ou trop sensible. Le traitement différencié était réel et mesurable. Sur une période d'1 an, j'ai compté 11 cas où Madison a reçu des cadeaux ou des célébrations importants pour diverses occasions, anniversaires, promotion, nouvel appartement, consolation après une rupture, surprise aléatoire juste pour te dire qu'on pense à toi, etc. Au cours de cette même année, j'ai reçu 2 cartes cadeaux génériques. Mais l'incident le plus révélateur s'est produit environ 8 mois avant l'affaire de l'Audi. Madison m'a appelé en pleurant parce qu'elle avait eu un petit accrochage sur un parking. Rien de grave, juste une petite bosse sur son pare-choc et un phare éraflé. Personne n'a été blessé et l'assurance couvrirait les réparations. Moins d'1 heure après que Madison les ait appelés, nos parents étaient sur les lieux. Papa s'est occupé de l'expert en assurance et de l'autre conducteur. Maman a emmené Madison déjeuner pour la calmer. Ils ont organisé le remorquage de sa voiture jusqu'au garage de papa, lui ont donné une des voitures de près de papa à conduire, et ont généralement traité toute l'affaire comme une crise majeure, nécessitant une mobilisation familiale immédiate. 2 mois plus tard, j'ai eu un accident plus grave sur l'autoroute près de Chicago. Un camion a grillé un feu rouge et a heurté ma voiture assez fort pour que les airbags se déploient. J'ai été secoué et j'ai eu quelques bleus mais, heureusement, je n'ai pas été gravement blessé. Ma voiture, cependant, était bonne pour la casse. J'ai appelé maman depuis les urgences où l'on m'examinait, en partie parce que j'avais peur et que j'avais besoin de parler à quelqu'un, et en partie parce que je pensais qu'il devrait savoir au cas où quelque chose n'allait vraiment pas. La réponse de maman, oh, non. Tu es blessé? On peut faire quelque chose? Je lui ai dit que j'allais bien mais que j'étais assez secoué et que je devrais m'occuper de l'assurance et trouver une nouvelle voiture. Eh bien, c'est embêtant, mais on dirait que tu as tout sous contrôle. Tu es si doué pour gérer ces choses, Amanda. Fais-nous savoir si tu as besoin de quelque chose, d'accord? C'est tout. Aucune offre de venir m'aider. Aucune suggestion que papa pourrait utiliser ses relations dans l'industrie automobile pour m'aider à trouver une voiture de remplacement. Aucun appel de suivi pour savoir comment je me sentais émotionnellement. Rien. Madison a eu une équipe de gestion de crise familiale pour une éraflure sur un parking. Moi, j'ai eu un appel de 5 minutes et un fais-nous savoir si tu as besoin de quelque chose pour une collision sur l'autoroute qui aurait pu me tuer. Le contraste était si frappant que c'en était presque drôle. Presque. Cet incident a probablement été le début de la fin pour moi, sur le plan émotionnel. J'ai commencé à me retirer des communications familiales, à ne plus répondre aux appels aussi rapidement, à garder les conversations brèves quand je leur parlais. Je me protégeais, même si je ne le réalisais pas pleinement à l'époque. Ce qui m'amène à un autre schéma que j'ai remarqué, ils n'ont jamais demandé pourquoi je devenais moins communicative. Si Madison avait commencé à être distante et sèche avec eux, ils auraient immédiatement voulu savoir ce qui n'allait pas, ce qu'ils pouvaient faire pour arranger les choses, si elle avait besoin de soutien. Quand j'ai commencé à le faire, ils ont semblé presque soulagés. Une chose de moins à s'inquiéter, j'imagine. Mais voici la chose qui a vraiment solidifié ma résolution, pas une seule fois, dans aucune de ces publications, de ces messages ou de ces tentatives désespérées de me contacter, personne n'a reconnu ce qu'ils avaient fait de mal. Pas une seule fois ils n'ont dit « Nous sommes désolés d'avoir oublié ton anniversaire 5 ans de suite ». Pas une seule fois ils n'ont reconnu l'inégalité profonde dans la façon dont ils traitaient Madison par rapport à moi. Tout tournait autour de combien je leur manquais, de leur inquiétude, du fait que la famille n'était pas complète sans moi, mais jamais une reconnaissance de la raison pour laquelle j'aurais pu disparaître en premier lieu. Après environ 4 mois de ce manège, les tactiques ont changé. Au lieu de contacter mes amis, ils ont commencé à essayer de me joindre directement par des moyens qu'ils pensaient que je ne pouvais pas bloquer. D'abord, ce furent des lettres à mon appartement de longues notes manuscrites de maman parlant de combien ils m'aiment, de leurs regrets pour tout ce qu'ils auraient pu faire pour me blesser, me suppliant de rentrer pour le dîner du dimanche afin qu'ils puissent régler les choses. Les lettres étaient des chefs d'œuvre de non-excuses, je suis désolé si tu t'es senti négligé. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes moins importante que Madison. Si nous avons fait des erreurs,
nous voulons les réparer. Si. Puis vinrent les colis. Des colis de réconfort remplis de mes friandises d'enfance préférées, de livres qu'ils pensaient que j'aimerais, de petites babioles et de cadeaux. Chaque colis était accompagné d'une note me suppliant de les appeler. Les cadeaux étaient ironiques. Après 5 ans d'incapacité à se souvenir de mon anniversaire, il savait soudainement exactement ce que j'aimais et quand l'envoyer. Papa a essayé une approche différente. Il m'a envoyé une lettre formelle tapée, pas manuscrite comme celle de maman très professionnelle et factuelle. Il a reconnu qu'il y avait eu des problèmes de communication dans notre famille, a admis qu'il avait peut-être favorisé Madison involontairement, et a proposé que nous rencontrions un conseiller familial pour régler ces problèmes comme des adultes. C'était probablement la chose la plus mature que l'un d'eux ait faite, mais c'était trop peu, trop tard. Et même là, ils ne pouvaient pas entièrement assumer ce qu'ils avaient fait. Avaient peut-être favorisé Madison involontairement. Il n'y avait rien d'involontaire à dépenser 60 000 $ pour une voiture pour elle tout en oubliant complètement mon existence. Le véritable tournant est survenu 6 mois après le début de mon silence. Jennifer m'a dit que Madison avait commencé à voir un thérapeute, soi-disant parce qu'elle était tellement traumatisée par ma disparition et ne pouvait pas comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Selon Jennifer, Madison disait aux gens qu'elle m'avait toujours admiré, que j'étais son modèle et sa meilleure amie, et que me perdre était comme perdre une partie d'elle-même. C'était de l'histoire révisionniste à son paroxysme. Madison et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Nous nous entendions bien, mais nous étions des personnes très différentes avec des vies très différentes. Elle ne m'avait jamais traité comme un modèle ou une meilleure amie. J'étais juste sa grande sœur ennuyeuse qui vivait loin et travaillait dans la tech. Mais maintenant, dans le récit qu'elle tissait pour son thérapeute et quiconque voulait bien l'écouter, j'étais la personne la plus importante de sa vie, et mon absence lui causait une véritable détresse psychologique. La manipulation était à couper le souffle. À cette époque, j'ai commencé à entendre par des amis communs que mes parents disaient aux gens que je traversais une sorte de crise de santé mentale et que c'était pour ça que j'avais disparu. Ils se positionnaient comme les parents inquiets et aimants d'une fille qui avait pété les plombs sans aucune raison. Ce récit servait 2 objectifs, il les faisait paraître sympathiques, et il suggérait que mon comportement était irrationnel et ne reposait sur rien de ce qu'ils avaient réellement fait. Je commençais à réaliser à quel point leur auto-illusion était profonde. Dans leur esprit, ils étaient de bons parents qui avaient toujours traité leurs 2 filles équitablement. Ma disparition n'était pas une conséquence de leurs actions, c'était une tragédie aléatoire qui avait frappé leur famille aimante. Mais le meilleur, ou le pire, selon votre point de vue, était encore à venir. 8 mois après les avoir bloqués, Jennifer m'a transféré quelque chose qui m'a fait éclater de rire. C'était une invitation à un événement Facebook que Madison avait créé, célébration du 32e anniversaire d'Amanda, où que tu sois, nous t'aimons. L'événement était prévu pour mon prochain anniversaire, le 15 mars, et la description disait, même si notre chère Amanda ne peut pas être avec nous cette année, nous allons la célébrer quand même. Nous nous réunirons chez maman et papa pour partager des souvenirs, regarder des photos, et envoyer de l'amour à quelqu'un de très spécial qui nous manque chaque jour. Amanda, si tu vois ça d'une manière ou d'une autre, sache s'il te plaît que tu es aimée, que tu nous manques, et que tu es toujours la bienvenue à la maison. Elle avait invité environ 60 personnes, y compris la famille élargie, des amis de la famille, et même certains de mes anciens camarades de lycée que je me souvenais à peine. L'événement avait des dizaines de commentaires de personnes exprimant leur sympathie pour la famille et espérant que je reviendrais bientôt à la raison et arrêterais de faire du mal à ma famille aimante. C'était brillant, vraiment. Ils organisaient une fête d'anniversaire pour moi, sans moi la même moi dont ils avaient oublié les anniversaires pendant 5 années consécutives et l'utilisaient comme une campagne de relations publiques pour se présenter comme les victimes de mon abandon cruel. Mais voici ce qui rendait la chose particulièrement parfaite, je pouvais voir sur la page de l'événement que plusieurs de mes amis actuels à Chicago avaient été invités. Jennifer, Emma, Derek, même Beth du travail. Madison avait clairement fait du harcèlement en règle sur les réseaux sociaux pour trouver des gens de ma vie actuelle. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'était plus seulement en panique. Il passait à l'artillerie lourde. L'événement n'a jamais eu lieu, d'ailleurs. Je pense que quelqu'un, probablement tante Carole, a fait remarquer à quel point cela paraissait psychotique, et Madison l'a discrètement supprimé environ une semaine avant mon anniversaire. Mais pas avant que j'ai pris une capture d'écran de tout pour la postérité. Mon 32e anniversaire s'est déroulé paisiblement. J'ai fêté ça avec des amis à Chicago, nous sommes allés dîner dans un bon restaurant, j'ai passé un super moment.
Pas de drame, pas d'appels oubliés, pas de déception. C'était le meilleur anniversaire que j'ai eu depuis des années. Mais apparemment, mes parents ont passé cette journée à appeler tous les hôpitaux de Chicago, essayant de savoir si j'avais eu un accident. Selon Jennifer, qui l'a appris de Madison, ils étaient convaincus que la seule raison pour laquelle je ne serais pas rentré pour la fête d'anniversaire était si j'en étais physiquement incapable. L'illusion était complète. Nous en sommes maintenant à la barre d'un an, 12 mois depuis que je les ai tous bloqués et que j'ai disparu de leur vie. Et honnêtement, ça a été l'année la plus paisible que j'ai eue depuis que j'ai quitté la maison. Ma santé mentale s'est considérablement améliorée. Je ne réalisais pas à quel point je dépensais d'énergie émotionnelle en ressentiments et en blessures jusqu'à ce que j'arrête d'avoir à gérer la source de ces sentiments. Mes relations avec mes amis se sont renforcées. Mes performances au travail ont été excellentes. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de merveilleux. La vie est belle. Mais le drame familial continue de se dérouler, et j'en entends parler par divers canaux. Madison est apparemment devenue de plus en plus instable au fil des mois. Elle a démissionné de son travail chez papa, ou a été licenciée, les histoires varient. Elle a réemménagé chez nos parents. Selon Jennifer, elle a pris du poids et a arrêté de prendre soin d'elle. Ses publications Instagram sont devenues sporadiques et quelque peu incohérentes. Elle a également commencé à contacter mes amis de manière de plus en plus désespérée. Environ 3 mois après le début de mon silence, elle a envoyé à Emma une lettre manuscrite de 5 pages parlant de notre enfance, demandant à Emma de lui dire ce qu'elle avait fait de mal, suppliant pour toute information sur la façon de me contacter. La lettre était troublante. Elle divaguait à travers des souvenirs que je ne me souvenais même pas de la même manière, dépeignait notre relation comme beaucoup plus proche et plus significative qu'elle ne l'avait jamais été, et incluait des déclarations vraiment bizarres sur le fait qu'elle ne pouvait pas vivre sans sa grande sœur et se sentait comme une moitié de personne sans moi. Emma était tellement inquiète qu'elle m'a demandé si elle devait appeler quelqu'un pour une vérification de bien-être concernant Madison. Mes parents ont apparemment vieilli de façon spectaculaire cette année. L'entreprise de papa a souffert parce qu'il a été distrait et a pris de mauvaises décisions. Maman a pris un congé de son travail au cabinet dentaire. Ils ont tous les deux pris du poids et, selon des amis de la famille, ne sortent plus beaucoup. Ils auraient également dépensé des milliers de dollars pour un détective privé qui a confirmé que je suis en vie et en bonne santé à Chicago, mais n'a pas pu déterminer la raison spécifique de ma prise de distance. Comme la situation des anniversaires et le favoritisme familial n'étaient pas le genre de choses qui apparaîtraient dans les archives publiques ou les enquêtes informelles, le détective n'a rien trouvé sur le pourquoi. Le détective privé leur aurait dit que, d'après ses recherches, je semblais m'épanouir, bien réussir au travail, entretenir des amitiés, mener une vie normale, ce qui n'a fait qu'épaissir le mystère de leur point de vue. Si j'allais bien, pourquoi ne voudrais-je pas de ma famille aimante dans ma vie? Tante Carole, la commère de la famille, est apparemment devenue la porte-parole non officielle de la situation. Elle raconte à qui veut bien l'entendre que je suis tombé dans de mauvaises fréquentations à Chicago et que j'ai été endoctriné contre ma famille. Elle a également suggéré que je pourrais être dans une relation abusive avec quelqu'un qui m'isole de mon système de soutien. Le récit ne cesse d'évoluer, mais il les absout toujours de toute responsabilité. Voici ce que j'ai appris au cours de l'année écoulée: ma famille est incapable d'une véritable introspection. Ils ne peuvent pas reconnaître qu'ils m'ont maltraité, car cela signifierait reconnaître qu'ils ne sont pas les parents aimants et parfaits qu'ils croient être. Au lieu de cela, ils ont créé une fantaisie élaborée où je suis soit malade mental, soit manipulé par d'autres, soit en train de traverser une sorte de crise inexplicable qui n'a rien à voir avec leur comportement. Et honnêtement, ça me va. Leur illusion n'est pas mon problème à résoudre. J'ai vu un thérapeute tout au long de cette expérience, et elle m'a aidé à comprendre que ce que j'ai fait, me retirer d'une situation toxique sans drame ni confrontation, était en fait la réponse la plus saine possible. Elle appelle ça la méthode de la roche grise, poussée à sa conclusion logique. Au lieu d'essayer de devenir inintéressante pour les personnes toxiques, je me suis simplement retiré de leur vie, entièrement. L'affaire des anniversaires n'a été que le catalyseur. Le vrai problème, c'est que je n'avais jamais été vraiment valorisé ou priorisé par ces gens. J'étais l'enfant de secours, la pensée après coup, celle qu'ils pouvaient ignorer parce que je m'en sortais bien toute seule. Et vous savez quoi? Ils avaient raison. Je m'en sors bien toute seule. Mieux que bien, en fait. Il ne me manque pas. Je pensais que ce serait le cas, mais non. L'anxiété de me demander s'il se souviendrait des occasions importantes ne me manque pas. Le sentiment de devoir rivaliser avec Madison pour des miettes d'attention ne me manque pas.
la blessure constante et sourde d'être traité comme moins importante ne me manque pas. Ce que j'ai gagné en coupant les ponts est tellement plus précieux que ce que j'ai perdu. J'ai gagné la paix. J'ai gagné le respect de moi-même. J'ai gagné l'énergie que je gaspillais en ressentiment et en blessure. J'ai gagné en clarté sur ce que je veux réellement dans les relations. Et j'ai gagné autre chose, la certitude que je peux survivre sans eux, que je n'ai pas besoin de leur approbation, de leur attention ou de leur amour pour être heureuse et réussir. C'est une prise de conscience puissante. Les gens me demandent si je prévois de me réconcilier un jour avec eux. La réponse honnête est que je ne sais pas. Peut-être un jour, s'ils peuvent un jour reconnaître vraiment ce qu'ils ont fait et pourquoi c'était blessant, nous pourrions avoir une conversation. Mais cela exigerait qu'ils admettent qu'ils ont eu tort. Et je ne retiens pas mon souffle. Pour l'instant, je me contente de les laisser se demander, s'inquiéter, sombrer dans la panique, la confusion et les tentatives désespérées de me contacter. Ils ont passé 5 ans à oublier que j'existais. Maintenant, ils vont passer le temps qu'il faudra à se souvenir exactement de ce qu'ils ont perdu. Et la belle ironie ? Le silence que je leur impose a un impact bien plus grand sur leur vie que ces 5 anniversaires oubliés n'en ont eu sur la mienne. Je ne cherche pas la vengeance. Je n'essaie pas de leur faire du mal. Je vis juste ma vie sans eux. Et apparemment, c'est la chose la plus dévastatrice que j'aurais pu faire. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser de participer au dysfonctionnement de quelqu'un d'autre. 5 anniversaires de suite, ils m'ont oublié. Maintenant, ils passeront chaque jour à se demander où je suis, ce que je fais, et si je reviendrai un jour. J'appelle ça la justice poétique. La différence, c'est que moi, je n'en perds pas le sommeil. Mise à jour, je sais que certaines personnes vont poser des questions sur les vacances et ce que je ferai en cas d'urgence familiale. Pour les vacances, j'ai des amis formidables ici à Chicago qui m'ont en quelque sorte adopté dans leur famille. Noël dernier a en fait été le meilleur que j'ai eu depuis des années. Quant aux urgences, j'y ai beaucoup réfléchi. S'il arrivait quelque chose de vraiment grave à l'un d'eux, comme une maladie ou un accident potentiellement mortel, je la prendrais probablement par des amis communs et devrais décider sur le moment comment gérer la situation. Mais je ne vais pas rompre mon silence juste parce qu'ils fabriquent un drame ou prétendent qu'il y a une urgence quand ce n'est pas le cas. Et oui, je sais que certaines personnes pensent que ce que je fais est dur ou cruel. Mais j'ai passé 5 ans à être blessé par leur négligence et leur indifférence. Je ne suis pas obligé de me soumettre à plus de la même chose juste parce qu'ils ont décidé que je leur manque maintenant que je suis parti. Pour ceux qui posent des questions sur la sécurité de mon immeuble, oui, ils ont des politiques strictes concernant la non-divulgation d'informations sur les résidents. Mes parents ont trouvé le numéro principal de la société de gestion en ligne et ont appelé en se faisant passer pour des membres de la famille inquiets. Le personnel ne leur a donné aucun détail personnel mais a confirmé que j'habitais bien là quand on les a pressés, ce qui était déjà trop d'informations à mon avis. Merci de m'avoir lu, Reddit. Parfois, il faut raconter son histoire à des inconnus sur Internet pour réaliser qu'on n'est pas fou. DR, mes parents ont oublié mon anniversaire 5 ans de suite tout en comblant ma sœur d'attention et de cadeaux coûteux. Quand ils lui ont offert une Audi à 60 000 € le lendemain de mon 31e anniversaire oublié, je les ai tous bloqués en silence et j'ai disparu de leur vie. Ils ont passé l'année dernière à sombrer dans la panique, à engager des détectives privés et à créer des récits élaborés pour expliquer mon absence, sans jamais reconnaître ce qu'ils avaient fait de mal. Je m'épanouis sans eux.